En fait, derrière chaque mur, chaque fenêtre, c'est toute une histoire qui se cache. Une épopée invisible. Un voyage qui ne commence pas avec une brique, non, mais bien avec une simple idée. On va voir ensemble comment tout ça, la vision, la science et la technique, s'unissent pour donner vie aux structures qu'on voit tous les jours. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment une simple idée arrive à germer, à grandir et, hop, à défier la gravité? C'est un peu ça le secret qu'on va essayer de percer ensemble. On va plonger dans les coulisses, dans les étapes que la plupart des gens ne voient jamais. Et c'est ça qui est fou. Bien avant le premier coup de pelle, tout est déjà en train de se jouer. Le destin du bâtiment se décide là, dans ces phases de planification, de conception, ces choses qu'on ne voit pas. C'est là que se trouve la différence entre un chef-d'œuvre et un désastre qui coûte une fortune. Allez, c'est parti. On plonge dans la toute première étape et elle est fondamentale. Au départ, il y a juste un besoin, une envie, une vision. Mais la vraie question, c'est comment on passe de cette vision un peu floue à un plan bien concret, un truc solide qui peut être validé. Bon, pour que ça marche, il faut un duo. Un duo absolument essentiel. D'un côté, on a ce qu'on appelle le maître d'ouvrage. Pensez à lui comme le client, le visionnaire. C'est lui qui a l'idée et qui dit «je veux ça». Et de l'autre côté, le maître d'œuvre. Lui, c'est le chef d'orchestre, l'architecte, l'ingénieur. Son rôle, c'est de prendre la vision et de la transformer en plan, en partition technique pour que la construction puisse commencer. Ce parcours est super bien balisé, en 4 grandes phases. D'abord, l'élaboration. En gros, est-ce que l'idée est faisable? Est-ce que ça tient la route? Ensuite, la planification. Là, les architectes entrent en scène et dessinent tout de plus en plus précisément. Puis, l'exécution. Là, ça devient visible. C'est le fameux balai des grues sur le chantier. Et enfin, la clôture. Le grand moment où on réceptionne le tout et où on remet les clés. Un processus hyper méticuleux, mais c'est comme ça qu'un rêve devient du béton. Ok, le projet est validé sur le papier. C'est beau. Maintenant, on va sur le terrain. Et là, la première chose à faire, ce n'est pas de regarder en l'air, non, c'est de regarder en bas, sous nos pieds. Parce que souvent, le plus gros challenge, il est là, invisible, caché sous la terre. Le truc que tout le monde redoute, la hantise absolue, c'est ça, le tassement différentiel. Imaginez, le sol sous le bâtiment n'est pas homogène. Une partie s'affaisse un peu plus vite que l'autre. Le résultat est direct, la structure subit des tensions monstrueuses, des fissures apparaissent, et au pire, ça peut s'effondrer. C'est vraiment le cauchemar de n'importe quel ingénieur. Alors pour éviter ce scénario catastrophe, les ingénieurs enfilent leur casquette de détective. Direction le sous-sol. C'est ce qu'on appelle l'étude géotechnique. Ils vont forer, prélever des échantillons, les fameuses carottes de sol. Ils les emmènent au labo, les analysent, les triturent. Ils font aussi des tests directement sur place. Le but, avoir une carte d'identité ultra précise du sol. C'est cette science qui va garantir que le bâtiment repose sur des fondations saines. Et en fonction des résultats de cette étude, la stratégie change complètement. Si le bon sol, le sol bien costaud, est juste sous la surface, super, on fait des fondations superficielles, plus simples et moins chères. Mais si le sol stable est planqué très très profond, là il faut aller le chercher. On utilise des fondations profondes avec des pieux qui vont s'enfoncer pour trouver la roche dure et transmettre le poids du bâtiment. C'est une décision absolument capitale. Voilà, les fondations sont là, bien ancrées. La base est saine. Maintenant, le moment que tout le monde attend, on commence à monter. On va enfin voir la structure sortir de terre et prendre forme sous nos yeux. Pour construire ce squelette, il y a 2 grandes écoles. D'un côté, on a le béton armé. C'est le poids lourd, massif, robuste qu'on coule directement sur le chantier. De l'autre, la construction en acier. C'est plus le poids plume, léger, précis, avec des pièces qui arrivent toutes prêtes de l'usine, qu'on assemble comme un gigantesque jeu de construction. Le choix entre les deux, ça va dépendre du style voulu par l'architecte, du budget et surtout des délais. Si on zoome sur le béton armé, c'est une véritable alliance. D'abord, le coffrage. C'est le moule qui va donner sa forme au béton. Ensuite, à l'intérieur, on place le ferraillage. C'est ce squelette d'acier qui va donner toute sa force au béton. C'est de ce mariage que naissent les poteaux, à la verticale, et les poutres, à l'horizontale. En gros, les os et les muscles de notre bâtiment. Bon, voir le bâtiment monter, c'est super. Mais il faut qu'il tienne debout. Et pas juste demain, mais dans 50 ans. Et pour ça, il y a tout un cadre, un autre élément invisible mais absolument essentiel, la réglementation. Il faut voir un bâtiment comme un athlète. Il lutte constamment contre des forces invisibles. La gravité, bien sûr, mais aussi la pression du vent, le poids de la neige, et parfois même les secousses d'un tremblement de terre. Les règles de construction sont là pour s'assurer que notre athlète est assez fort pour encaisser tout ça. Alors, on pourrait se dire, il suffit d'appliquer la même recette partout et c'est bon. Mais non. Ça ne marche pas comme ça, la réalité est beaucoup plus subtile.
La question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas de la même façon à Alger et à Paris? La réponse, elle tient en un mot, le contexte. Le risque n'est tout simplement pas le même partout. Prenons un super exemple, le règlement parasismique algérien. Le pays est découpé en zones en fonction du risque de tremblement de terre. Évidemment, un bâtiment construit dans une zone à très haut risque va devoir suivre des règles de construction antisismique bien plus sévères qu'un autre dans une zone tranquille. C'est du bon sens, mais c'est absolument vital. Et ce genre de précision, c'est devenu la norme. En Europe, par exemple, on a les Eurocodes. C'est une véritable bible technique. Il y a un livre de règles pour le béton, un autre pour l'acier, un pour les fondations et bien sûr un pour le design antisismique. Absolument tout est codifié pour que la sécurité soit maximale. Au final, quand on regarde tout ce chemin parcouru, depuis la simple idée jusqu'au dernier boulon serré, ça nous rappelle une chose assez fondamentale. Chaque bâtiment, chaque pont, chaque structure qu'on croise, c'est le résultat d'un travail d'ingénierie absolument colossal. Un travail qui reste la plupart du temps complètement invisible. Non, un bâtiment, ce n'est jamais juste du béton et de l'acier. C'est bien plus que ça. C'est une preuve de l'ingéniosité humaine. C'est tout un savoir accumulé, solidement ancré dans la terre, pour mieux pouvoir s'élancer vers le ciel. Chaque choix, chaque calcul façonne le monde dans lequel on vit. Alors la prochaine fois qu'on passera devant un chantier ou qu'on lèvera les yeux vers un gratte-ciel, peut-être qu'on y verra autre chose qu'une simple façade. On pourra presque y lire toute cette histoire invisible. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel sera le petit détail de cette ingénierie cachée que l'on remarquera demain